Bonjour à tous les auditeurs, vous êtes bien sur Radio J et vous êtes le bienvenu. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Joël Mergui. Bonjour. Bonjour Rafi. Alors, je rappelle que vous êtes le président du Consistoire de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour nos auditeurs que les élections de la CIP se dérouleront la semaine prochaine, dimanche 21 novembre. Et 22 300 adhérents de la CIP seront appelés aux urnes pour renouveler la moitié des 26 membres du conseil d'élection qui aura lieu et le président sera réélu élu le janvier 2022. C'est bien ça? Tout à fait, bravo. Alors, monsieur, nous allons aborder différentes questions qui intéressent nos éditeurs. Tout d'abord, dans quel état d'esprit abordez-vous ces nouvelles élections, monsieur Joël Mergui? J'ai effectivement participé à plusieurs élections. Je viens de quitter ma mission de président du consistoire central en laissant un consistoire central au plus haut de la représentativité du judaïsme français avec une indépendance financière dans un siège historique, place de Jérusalem. Et je vais me représenter devant les électeurs de Paris et d'Île-de-France pour poursuivre une mission très importante qui fait partie de mes premiers amours, qui sont la mission au service du consistoire de Paris et d'Île-de-France. Je l'aborde avec confiance d'abord, avec détermination, avec passion et avec l'envie de continuer à servir sous une autre forme, celle qui a été la mienne pendant de nombreuses années, parallèlement à celle du consistoire central, mais en me consacrant exclusivement à l'institution consistoriale parisienne, qui est une institution importante et qui a besoin effectivement de beaucoup de détermination et d'énergie pour aborder les défis des futures années. Alors, parmi vos adversaires et vos fidèles et loyaux collaborateurs, tout le monde s'accorde à dire qu'en réalité, vous avez abouti à des réalisations exceptionnelles. Le CEJ, ce n'est pas quelque chose qui paraît facile, mais vous avez, avec détermination et avec courage, abouti à installer dans le judaïsme français un grand lieu culturel de la communauté. Vous êtes fier de cette réalisation ? Oui, je ne vais pas dire que je ne suis pas fier. Je suis fier que la communauté juive d'Île-de-France ait une structure à la hauteur de son image, à la hauteur de ses ambitions, à la hauteur de son développement. Je crois que le Centre européen du judaïsme contribue à plusieurs images. C'est pas un projet, un bâtiment. C'est la volonté que nous avions avec mes équipes pendant toutes ces années, d'abord de rétablir une faille historique du consistoire de Paris des dernières années. C'est que la communauté juive d'Île-de-France, on l'a dit, elle s'est développée, elle s'est déplacée. Il y a la Aliyah qui est partie vers Israël, mais il y a aussi les territoires perdus de la République qui ont fait que plusieurs banlieues, plusieurs communautés se sont affaiblies au profit d'autres communautés. Vers l'ouest parisien, il n'y avait pas de structure du consistoire. Il y avait beaucoup de synagogues privées, de synagogues autonomes, de centres autonomes. Et donc c'était important que dans le 17e, dans le 16e arrondissement, on rétablisse cette géographie de la communauté juive. Et donc ce combat que nous avons mené depuis de nombreuses années, il a commencé avec le Grand Bain Citruc, et on a pu le faire aboutir avec la mairie de Paris, avec la région Île-de-France, avec plusieurs fondations. Il a permis d'abord de rétablir la présence du consistoire de Paris dans le 17e arrondissement. Vous avez bénéficié aussi de la reconnaissance et du soutien des principales fondations du judaïsme français. Tout à fait. Je disais les fondations, la Fondation de la mémoire de la Shoah, la Fondation Patrick et Lina Drahi, la Fondation Rothschild, l'État. L'État qui s'est investi, là, il a été inauguré par le président de la République. Mais donc je disais, c'était important que nous soyons présents. C'était important aussi, et je le dis à Rafi Marciano, qui a été pendant tant d'années l'animateur du centre communautaire, c'est important aussi que dans cette région de la capitale, il y ait un nouveau centre qui permette aussi de dispenser de la culture, parce que le judaïsme a besoin de cette culture, et puis qu'on puisse aussi avoir un siège pour le consistoire de Paris, le consistoire central, qui correspondent à l'image moderne de l'institution. C'est important, la grande synagogue de la Victoire, qui retrempe l'histoire de l'institution bicentenaire, avec des synagogues magnifiques que nous avons, et une image plus moderne de l'institution. Et le CEJ n'est pas une fin en soi.
un lancement. C'était le là qu'on a donné il y a 10 ou 15 ans, quand en même temps qu'il y avait des attentats, on se disait on doit continuer à développer notre patrimoine, on doit accompagner les Juifs sans complexe, les Juifs qui quittent la France pour aller en Israël avec des cérémonies pour les Olim, mais parallèlement, on doit s'occuper de tout ce qui reste. Et donc, ça veut dire qu'on a créé le centre dans le 17e, dans le 16e, à Courbevoie, à Créteil, où on a créé une nouvelle synagogue, à Neuilly, où on a créé une nouvelle synagogue. En fait, l'ambition que nous avions, c'est de développer le patrimoine juif là où les Juifs en ont besoin et de donner cette L'exemple du dynamique. 16e arrondissement à la rue Ménil. Avec mon ami David Amar, c'est une réalisation importante qui correspond effectivement à cet état d'esprit de continuer à développer là où les besoins se font sentir pour la communauté. Et c'est pour ça, quand vous me disiez dans quel état d'esprit je suis, dans l'état d'esprit de nous dire j'ai une connaissance profonde de la communauté juive, en ayant sillonné la France, l'Île-de-France pendant tant d'années, des dirigeants de la communauté juive avec lesquels on a une confiance qui s'est installée, qui est partagée. Et je crois qu'aujourd'hui, il est fondamental que nous fassions ce qu'on appelle un plan, qu'on arrive à se dire qu'est-ce que va devenir la communauté juive dans les 10 ou 15 prochaines années. Il faut qu'on établisse, qu'on sache quels sont les endroits dont la communauté juive va se vider, malheureusement. Est-ce que vous diriez, Joël Mergui, est-ce que vous diriez que les institutions juives en général et le consistoire de Paris en particulier ont toujours besoin d'hommes d'expérience et en tout cas des hommes de compétences? Oui, c'est fondamental. Plus particulièrement, maintenant, on vient de traverser une crise sanitaire dans laquelle le consistoire non, parce a que montré... beaucoup de gens reconnaissent ces qualités en vous, c'est-à-dire la compétence et de la réalisation de ce que vous faites. Beaucoup de gens le reconnaissent, alors que c'était parfois des adversaires acharnés, reconnaissent en vous aujourd'hui cette qualité-là. Vous êtes sensible à ce... Oui, je suis sensible dans votre bouche, cher Rafi, à ces paroles d'encouragement. Je crois vous savez, on est des militants de la communauté et Rafi... Et je rappelle que Joël Mergui est un bénévole. Oui. Que les gens ne le pensent pas, enfin, comme on pourrait le croire, beaucoup de gens dans les institutions sont dévoués à leur institution et bénévolement. Effectivement, je crois que merci de le rappeler. Je crois que quand on est engagé bénévolement depuis tant d'années au service de la communauté, c'est normal qu'il y ait des débats, c'est normal qu'il y ait des combats, c'est normal que parfois on ne comprenne pas la direction qu'on prend. Dans les premières années où j'ai commencé à militer, où j'ai voulu unir davantage le consistoire de Paris, le consistoire central, alors ça a créé des débats, où j'ai voulu créer le centre européen du judaïsme. Certains disaient, on ne va pas y arriver, est-ce que c'est nécessaire? J'ai vu dans les conseils d'administration du consistoire, dans les communautés, l'envie de continuer à développer des projets. Et donc, oui, c'est bien, ça me fait plaisir de voir que des personnes qui m'ont combattu à certains moments ont compris qu'on avait une direction à prendre ensemble, qu'on avait besoin davantage d'unité dans la communauté, qu'on avait besoin de davantage se parler, davantage comprendre et davantage de rassembler. Et aujourd'hui, un des enjeux, je parlais l'enjeu du plan, de savoir où va se situer la communauté juive de France, d'Île-de-France, dans les 10 prochaines années, dans les 15 prochaines années. Vous n'êtes pas... De façon à pouvoir adapter les structures en fonction de là où elle sera. Et puis, il y a la question, vous le disiez, des militants, du leadership. Il y a aujourd'hui... Mais pourquoi vous vous êtes servi pendant longtemps de la jeunesse juive comme main-d'œuvre et jamais comme maître d'œuvre? Pourquoi vous n'avez pas fait émerger une nouvelle génération? Alors là, on remarque, Élie Korchia, c'est vous qui avez installé cette nouvelle génération au Consistoire de France. Mais pourquoi il n'y a pas plus de jeunes qui rentrent dans les responsabilités? Alors, d'abord, je n'ai pas utilisé la jeunesse juive comme main-d'œuvre. Au contraire, on a rouvert le centre Fleg, on a essayé de redonner un tonus à Tikvateinu. J'ai essayé dans chacune des équipes que j'ai mises en place depuis, à chaque fois que je me suis présenté à des élections, il y avait avec moi des jeunes administrateurs. Il y a aujourd'hui avec moi Sarah Telouk qui s'occupe de la jeunesse et qui fait un brillant travail. Et il y a le président de Tikvateinu qui va venir redonner un élan à la jeunesse. Je crois que j'ai souvent dit dans mes discours à la jeunesse, d'ailleurs vous venez de donner l'exemple, je dis à la jeunesse, prenez le pouvoir. N'attendez pas qu'on vous le donne, prenez le pouvoir. Alors, Élie Korchia m'a succédé au consistoire central. Il va falloir qu'au consistoire de Paris aussi, parmi les administrateurs qui sont là maintenant, au futur, il y ait une nouvelle génération qui soit là. J'ai vu avec beaucoup de plaisir des communautés. Je parlais d'une crise du leadership.
c'est de plus en plus difficile de trouver des dirigeants dans les communautés. Il fut un temps Oui, où il mais y avait... les candidats qui se présentent sont tous en responsabilité dans leur communauté. Je vais venir aux candidats, mais vous parliez de la jeunesse. J'ai pu voir, par exemple, j'étais au Vésinet, un jeune président qui, depuis quelques années, a pris la présidence du Vésinet. On a installé à Vincennes 2 jeunes présidents, Tom Capetas il y a quelques années et Dan Boukobza cette fois-ci. Ça veut dire qu'il y a quand même des jeunes qui s'investissent, qui prennent le pouvoir. Et je vais vous dire, je peux être le maître d'œuvre de l'institution consistoriale, mais je suis aussi la main-d'œuvre du consistoire. Je reprends l'image que m'a donnée mon père, et que Dieu lui donne longue vie. Je le voyais comme rabbin de la communauté de Montrouge sortir les poubelles. Pour dire, quand tout le monde est parti, il sortait c'était le rabbin qui sortait les poubelles. Et ça m'arrive de desservir, d'organiser une souda chichite et de passer à la radio pour représenter la souda chichite. Je crois qu'un bénévole, aujourd'hui, il ne doit pas mettre son honneur dans savoir s'il est le maître d'œuvre ou la main d'œuvre. On doit être le maître d'œuvre et la main d'œuvre, sinon on est à côté de la plaque. Et c'est ce que je vois dans le consistoire de Paris. L'amour que j'ai dans le consistoire de Paris, c'est que c'est l'institution opérationnelle du judaïsme parisien, d'Île-de-France et parfois de certaines communautés qui n'ont pas de service à travers la France. Je crois que c'est pour moi un honneur de laisser peut-être la responsabilité représentative nationale et de revenir prendre les manettes de la gestion des synagogues, de la gestion des services communautaires, de la gestion des services qui sont parfois compliqués, qui sont parfois critiqués, parfois à juste titre, parfois de façon par méconnaissance. On a des services exceptionnels, que ce soit de la Chevra Kadisha, les mariages, les divorces, la cache-route. Tous ces services nécessitent des réglages, j'en ai conscience. Et donc oui, il faut un maître d'œuvre et il faut de la main d'œuvre, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Et c'est important qu'un nouveau leadership émerge dans notre institution et dans nos institutions et qu'on donne envie, parce que beaucoup de jeunes sont partis vivre en Israël. Parmi les jeunes leaders, on voit, moi j'ai 3 de mes enfants sur 4 qui sont en Israël. S'ils étaient là, ça aurait été des leaders communautaires en France. Et bien, ils le sont en Israël. C'est vrai donc ça sera notre responsabilité aujourd'hui, avec l'équipe qui m'entoure dont je vais parler, de pouvoir à la fois gérer une institution qui vient de traverser la crise financière la plus importante de l'histoire de ces dernières décennies, de pouvoir lui redonner ce tonus financier, ce tonus économique pour pouvoir être avec des services qui sont à la portée de toutes et de tous, dans un élan de modernisation. On parlait du CEJ. Le CEJ, ça correspondait à un élan de modernisation des services consistoriaux qui a été stoppé en plein élan. On a fait le bâtiment, on a déplacé les services, et puis au moment où on devait régler la modernisation des services, on s'est retrouvé à gérer une crise économique et une crise financière avec un appel auquel vous avez eu la gentillesse de m'inviter l'année dernière, qui était Sauvons nos synagogues. Aujourd'hui, après Sauvons nos synagogues, il faut relancer les projets de toutes les synagogues, relancer les projets de la communauté juive. Et ça, c'est avec passion qu'on va pouvoir le faire dans les prochaines années devant ce défi essentiel que nous avons, si la communauté m'en donne l'occasion de pouvoir continuer à la servir. Alors, vous avez déclaré toujours que la communauté juive souhaite toujours l'expérience et la compétence. Notre ambition est de poursuivre la transformation du consistoire. Mais avant de rentrer dans la dentelle, Joël Mergui, vous avez parlé de votre papa. Est-ce que vous diriez que votre papa vous a transmis, pas ce qu'il savait, mais ce qu'il était ? Oui, clairement, on est les enfants d'une mission. Alors parfois, on a des inspirateurs qui ne sont pas dans sa propre famille. Mon premier inspirateur, c'est mon père et ma mère, Zichrouna Livracha, qui était directrice d'école et enseignante. Oui, j'ai hérité d'eux l'amour de l'éducation, l'amour des autres. Je vois mon père jusqu'à aujourd'hui avec son âge avancé. Dès qu'il a une réflexion à faire, c'est des projets encore à avancer pour servir la communauté. Donc je crois effectivement qu'on hérite de ses parents, et puis après, des personnes qu'on croise. J'ai eu la chance de croiser Jean Kahn et qu'il m'ait fait confiance à un moment donné. Et donc, je pense qu'on a l'esprit de la famille. Et ensuite, les rencontres que nous avons, une épouse qui accepte qu'on s'investisse autant pour la communauté, et puis aussi les équipes
les équipes avec lesquelles on travaille. J'ai eu la chance, on a appelé AJC depuis le début, avec les équipes que j'ai fait venir au fur et à mesure de mes mandats au Consistoire de Paris et qui sont rentrés au Consistoire central, de travailler avec des hommes et des femmes extraordinaires qui s'investissent bénévolement pour la communauté, les uns beaucoup, les autres moins, mais qui nous ont donné le courage de continuer. Parce que quand on est président d'une institution comme le Consistoire, qui est une institution démocratique, c'est-à-dire qu'on ne fait rien, même si des fois on pense que je suis le grand chef qui fait tout seul, on ne fait rien sans un conseil d'administration, des commissaires aux comptes, une assemblée générale dans laquelle les gens qui viennent aux assemblées générales ne sont pas obligatoirement les gens qui sont tous contents de ce qu'on fait, qui viennent critiquer ce que nous faisons. Et les critiques, elles nous aident à mieux avancer. Donc on fait les choses. Mais vous comprenez les gens qui doutent de cette réalité ? Mais bien sûr, je crois que d'abord, si on est le peuple juif, on a le devoir de douter. On a le devoir de discuter. On a le devoir de... Alors, c'est vrai que c'est des fois gênant quand on est en train de faire des choses. Ça retarde des projets. C'est vrai que les petites associations que vous voyez fleurir, qui présentent des comptes à personne, qui ont des bâtiments qui appartiennent à une association, ils avancent souvent plus vite qu'une grande institution qui doit en permanence rendre des comptes, en permanence répondre aux questions. Mais ce que je peux vous dire, vous parliez du CEJ tout à l'heure, du 16e, tout ce que nous construisons comme bâtiment, et je le dis avec beaucoup de solennité aujourd'hui, on fait circuler des documents avec des SCI, avec ma signature, etc. Tout ce que je fais, ça appartient et ça appartiendra toujours à la communauté juive. Ce que j'ai construit à Montrouge avec une SCI, ça appartient au consistoire et à la communauté juive. Ce qu'on a construit au CEJ avec une SCI, ça appartient à la communauté juive. Vous allez laisser un héritage? Non, c'est pas mon héritage. Ça appartient aux Juifs de France. C'est eux qui font des dons et ça leur appartient. Alors, Joël Mergui, je suis là pendant un moment et quand je pars, ça continue à appartenir à la communauté juive. Il faut que chacun se préoccupe de savoir dans les lieux dans lesquels ils sont, si ces lieux appartiennent à la communauté ou s'ils appartiennent à des personnalités privées. C'est fondamental. Aujourd'hui, l'institution consistoriale... Mais vous pensez qu'il y a des gens qui doutent? C'est l'institution de la communauté. C'est important de le répéter parce que c'est un exercice démocratique. Et les personnes qui sont bénévoles, qui viennent s'investir, ils s'investissent pour faire avancer, pendant qu'ils sont là, la communauté juive, au service de la communauté juive. Et ce que nous faisons, parfois bien, parfois moins bien, on le fait avec les moyens que la communauté nous donne. Vous avez parlé du nombre d'électeurs. Je voudrais revenir sur le nombre d'électeurs. 23 000 électeurs en 2000, 23 000 électeurs qui sont les adhérents qui ont fait des dons de plus de 60 € en 2020. C'est 7 ou 8 000 électeurs en moins par rapport aux précédentes élections. C'est pas que par le phénomène de Alia, c'est que 2020, c'est l'année où les synagogues ont fermé, c'est l'année où les gens ne sont pas venus tous à Kippour. Donc il y a eu beaucoup moins d'adhérents qui ont fait des dons. Mais ça reste quand même une institution dans laquelle tout celui qui a fait un don au consistoire peut venir s'exprimer et peut venir voter. Alors, Monsieur le Président Joël Mergui, donc on va rentrer un peu dans la dentelle. Sur le problème de la cache-route, on est tous très nombreux à remarquer de plus en plus de labels Lubavitch dans des grandes et d'autres étiquettes d'obédience orthodoxe qui occupent le paysage communautaire, les traiteurs, les restaurants. Est-ce que vous êtes inquiet de cette profusion d'autres labels que le label du Beit Din? Inquiet n'est pas le mot. Je crois que la cache-route... non, parce que ça représente 50%, 40 à 50%. Non, ça ne représente pas autant que cela. Maintenant, on est dans un monde où les monopoles n'existent pas, où c'est normal qu'il y ait une concurrence, c'est normal qu'il y ait... Je rappelle à la communauté que c'est important que la cache-route, dont la liberté de faire l'abattage rituel est défendue par notre institution depuis près de 15 ans. Chaque année, il faut redéfendre ça devant toutes les instances, avec le Grand Bain Fison, avec les Grands Bains de France. J'ai moi-même eu à mener ces combats de façon régulière. C'est important aussi que la cache-route, traditionnellement, dans toute l'histoire du judaïsme, elle sert les intérêts du public. Et c'est l'intérêt du Beit Din, d'avoir un Beit Din fort. Mais je remercie le Grand Rabbin Guggenheim et nos Dayanim, parce qu'on a un Beit Din fort, une cache-route très rigoureuse. Alors, il y a d'autres cache-rouillottes qui peuvent se développer. Je crois que ça fera partie aussi du travail que j'aurai à faire, de discuter encore avec ces autres cache-rouillottes pour essayer de garder une unité
de la cache-route à Paris et en Île-de-France et qu'on combatte ensemble ce qui est ce qui est le risque le plus important pour le judaïsme français, c'est les combats contre l'abattage rituel. Alors, aujourd'hui, on parle aussi de l'école rabbinique. Je sais votre attachement au développement de l'école rabbinique aujourd'hui. Et il y a plusieurs postes en province ou dans des banlieues. On voit des professeurs, des rabbins qui ne sont pas formés à l'école rabbinique. Alors, oui, mais la priorité doit être donnée aux rabbins qui sont formés par l'école rabbinique. Alors, l'école rabbinique fait partie plus de la mission du consistoire central, donc c'est que mon collègue et mon successeur, oui, mais vous avez été longtemps au consistoire le grand central. rabbin de France travaille là-dessus. Le grand rabbin Colpin fait un très gros travail pour développer l'école rabbinique. C'est vrai que la crise, elle n'est pas comme... C'est à l'envers qu'il faut voir. Il faut redonner envie à des jeunes brillants qui sortent du bac ou des études supérieures d'embrasser la carrière de rabbin. Mais c'est ce que faisait le grand rabbin Chili et le grand rabbin Gogolin. Ça correspond à la crise du militantisme dont je parlais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait suffisamment d'élèves, de personnes, de jeunes qui aient envie d'embrasser la carrière rabbinique. Et je crois que c'est un enjeu fondamental pour l'avenir. Dans un moment où on a dans toutes les communautés, on voit fleurir un certain nombre d'intellectuels qui sont capables de faire un très beau Dvar Torah, un certain nombre de chazanim qui sont capables de très bien chanter, et il faut, au milieu de tout cela, que le rabbin continue. Vous allez développer le mouvement chazak ? Il s'est développé pendant tant d'années, il faut qu'il continue à se développer. C'est un héritage que je laisse au consistoire central, dans lequel le consistoire de Paris continuera à apporter sa force et son intérêt. Et vous parlez du mouvement chazak qui se développe et qui a apporté beaucoup de soutien à la fois aux petites communautés, mais qui a aussi permis de trouver, à l'intérieur du mouvement chazak, pour revenir à votre question, des maîtres d'œuvre du judaïsme français. Sarah Telouk, qui était élue avec moi au consistoire, a fait partie du mouvement chazak. Elle s'est révélée grâce à ce mouvement chazak. Et à son image, Emmanuel Cohen, qui est au consistoire également, s'est révélé par le mouvement chazak. Il a permis de révéler des talents quand ils sont allés à la Grande Motte, au Havre, à Orléans, à Troyes. On a des jeunes qui arrivent, qui au début balbutient un peu et ensuite deviennent des véritables leaders communautaires. Je crois que c'est aussi une école de formation qui a été exceptionnelle. Je voudrais redire simplement, parce qu'on parlait de l'équipe. L'équipe, c'est important. J'ai choisi autour de moi, avec moi, on est 13, pour rejoindre les 13 qui sont déjà en place, et c'est comme ça que se fait l'élection. Il n'y a que des personnes qui sont soit sortantes de l'institution consistoriale, 6 sortants de l'institution consistoriale, et puis parmi tous celles qui viennent, ce sont des personnes qui sont tout impliqué dans la communauté. Le président de la communauté de Créteil, Albert Elara, le président de la communauté de Neuilly, Philippe Bestenou, la présidente de la communauté de Clichy, Corinne Nakache, qui sont impliqués dans la vie communautaire quotidienne, des administrateurs de communautés comme Dov Elbilia, qui est vice-président de la communauté de Vauclin, Jordan Bayeul, qui est administrateur de Nazareth, Joël Cernès et Elisabeth Stener, qui a fait un gros travail au consistoire, qui sont administratrices de la communauté de Boulogne, le président de Tikvatenou, parce qu'on vient de vivre une crise qui a touché notre jeunesse de plein fouet. Donc on va redonner, à côté de la Chazak, à côté du Centre Fleg, à côté du mouvement étudiant qui se fait dans beaucoup de communautés, on va redonner un pouvoir à Tikvatenou. Philippe Meyer, qui est sortant avec moi, qui est président du Bnei-Brit. On a Alex Buchinger, Muriel Chor. Donc on a des compétences qui sont des personnes du terrain, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre de l'à peu près. Il faut des personnes qui connaissent l'institution, on doit aller vite. Vous parliez de la transformation. Pour être efficace. On doit aller vite parce qu'on a maintenant le bâtiment, on a maintenant la dynamique. La crise financière, et je l'espère derrière nous, mais elle a laissé des dégâts dans notre institution, dans nos synagogues. Donc on doit aller de l'avant pour continuer la modernisation et les réalisations exceptionnelles. Joël, une dernière question. Si vous êtes réélu en janvier 2022 président du consistoire de Paris, est-ce que vous allez nommer un Av Beit-Din ? Il y a à nos côtés le Rav Sheli, qui fait fonction. Oui, mais le Rav Sheli, il n'a pas de bureau.
Il n'a pas de mail. Il est là, il est on tous les n'arrive pas à jours. le joindre. Il est tous les jours au consistoire. Il fait un travail Écoutez, moi j'ai exceptionnel essayé 3 aux fois. côtés du grand rabbin Monsieur Guggenheim. le Président, il j'ai fait un essayé. travail exceptionnel et je pense que l'équipe dayanique on a la chance d'avoir un grand rabbin de Paris qui est lui-même dayan. On a la chance d'avoir un dayan qui a effectivement commencé avec peu de temps, mais auquel on a donné depuis maintenant 2 ans davantage de temps à l'intérieur de l'institution, et c'est certain que l'équipe dayanique va être renforcée dans les années qui viennent parce qu'on va avoir Sous l'autorité besoin, du grand rabbin de Paris. sous l'autorité toujours du grand rabbin de Paris qui est le président du Beddin, et avec effectivement des dayanim qui vont prendre une autorité, et il y aura effectivement un Beddin qu'est-ce qui que vous prendra voulez des dire responsabilités. Qu'est-ce que vous diriez à tous les juifs qui nous écoutent sur cette antenne, Joël Merdi? Quel est votre souhait? Mon souhait, j'ai dit, on a réuni 13 bénévoles. Il y a 15 candidats à l'élection du consistoire le 21 novembre. Quelles que soient les personnes pour lesquelles on doit voter, le respect qu'on attend pour ces gens qui ont décidé de consacrer une partie de leur vie professionnelle. Ce qui est pas facile. Ils m'ont tous dit qu'ils allaient interrompre une partie de leur activité professionnelle pour retrousser les manches et venir sauver l'institution consistoriale et se mettre au service du judaïsme français. Par respect pour eux, j'aimerais que les 23 000 personnes qui ont la possibilité de voter, traditionnellement, il y a très peu de gens qui se déplacent pour voter parce que c'est très loin le consistoire. C'est pas... Alors, vous avez des bureaux de vote dans 50 communautés. Les cartes d'électeurs sont arrivées en principe chez tout le monde. Allez voter. C'est au moins un soutien, quel que soit les personnes pour qui vous votez, un soutien pour l'institution qui vous sert depuis 2 siècles, qui sert le judaïsme, et un soutien aussi moral pour ces bénévoles qui décident de s'investir, de consacrer du temps, de voir que ça intéresse quand même leurs amis de leur synagogue. Alors, pour soutenir ces bénévoles, chers auditeurs, dimanche prochain, tous aux urnes de la CIP pour voter pour les élections du consistoire de Paris. Monsieur Joël Mergui, merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Merci beaucoup.